Sarah Miglietti qui vient de Warwick, c'est ça, d'Angleterre. Donc, vous voyez, cette journée sur Baudin est vraiment internationale. Elle réunit certains des meilleurs spécialistes de l'œuvre de Jean Baudin, dont vous savez qu'elle est absolument considérable. Et je pense que les travaux d'aujourd'hui vont faire ressortir encore de nouveaux aspects de ce caractère fondamental de cette œuvre dans la pensée. Je voudrais simplement insister particulièrement sur l'édition du premier livre de la République. Alors je n'ai pas pu l'apporter ce matin parce que j'étais trop chargé, malheureusement il est très lourd, et puis Mario Torchetti n'a pas pensé à l'apporter, malheureusement. C'est un magnifique volume qui est rouge, et il est édité chez Hermann, et qui, si vous voulez travailler sur Baudin, c'est sur cette édition-là qu'il faut travailler, précisément parce que vous avez face à face le texte français, qui est le texte original, et la traduction latine qui est significative parce qu'elle apporte des modifications importantes. Donc bien que l'ouvrage soit là, je le regrette, je vous recommande particulièrement cette édition que vous trouverez là juste à côté chez l'éditeur Hermann, qui est rue de la Sorbonne. Et c'est sur elle que seront fondés nos travaux. Des classiques. Classique Garnier. Classique, qu'est-ce que j'ai dit? Comme ils étaient à côté, comme les classiques Garnier ont pris la place d'Hermann. Les classiques Garnier, excusez-moi. Les classiques Garnier. Donc voilà, c'est un. Vraiment, je ne saurais trop répéter que c'est une édition très importante parce qu'elle ouvre des nouvelles perspectives sur Baudin et sur la comparaison des éditions latines, françaises et latines de la République. Bien. Donc nous allons travailler sur la République en particulier, pas seulement, mais sur la République en particulier. Je voudrais signaler aussi encore un mot, parce que c'est l'œuvre d'une des participantes à cette journée de séminaire, Sarah Miglietti, qui enseigne à l'université de Warwick pour l'instant, qui va changer bientôt, pour avoir un poste prestigieux à Johns Hopkins University à Baltimore. C'est pas rien, hein? Loin de là. Et Sarah Miglietti a fait sa thèse de doctorat en co-tutelle avec l'école normale supérieure de Pise, avec mon ami Michele Chiliberto à Pise et moi-même à Paris. Donc elle a fait un co-tutelle et elle a fait un magnifique travail, une édition critique de la Methodus ad facile historia cognitionem de Baudin, la méthode de l'histoire pour faciliter la connaissance des histoires par Baudin. C'est un magnifique travail. Je pense que vous l'avez connu, non c'est bien. Bon, voilà, c'était une époque un peu antérieure. Donc je suis ravi de la voir ici, tout particulièrement, parce qu'elle était ma doctorante et qu'elle réussit tellement bien, ce qui montre que nos doctorants peuvent aller très loin quand ils font des travaux qui le méritent. Voilà, c'est par ces simples mots que je voulais commencer. On s'est donné maintenant la parole au président de la France, Monsieur Fribourg. Bon matin, Monsieur, Mesdames. It's already 10:15, so we will proceed without much ado. I would just like to thank Professor Zake, Professor Torchetti for organizing this event. And I would like to remind us that in the world post-1989, with the collapse of the Soviet bloc, and with 2013 to 50, with the collapse of the Arab Spring, the crucial importance of what we call the Western tradition, and therefore Baudin has come again to light, is probably so that most theoretical attempts to explain the modern world between Montesquieu and Marx have failed. And to my personal mind, theories like Montesquieu are absolutely up to the agenda, and to Montesquieu the need for sovereign power to secure us in our lives was
undoubtedly. And the secrets of Baudin and what he meant to us is as acute and important as ever. And with that, no further ado, Mr. Zahn, please. Thank you. Donc j'ai intitulé mon intervention la souveraineté, l'émergence d'un concept. Donc évidemment, je vais faire porter ma réflexion ici sur le concept de souveraineté chez Baudin, du point de vue de son émergence. C'est-à-dire que je voudrais ici réfléchir avec vous sur l'émergence du concept de souveraineté, l'émergence historique, en soulignant la notion d'émergence, dans la mesure où cette émergence est liée à la constitution même de la notion d'État, au sens fort, comme entité institutionnelle abstraite, distincte de la figure du prince et distincte également de l'ordre juridique pré-étatique, c'est-à-dire féodal. Pourquoi me suis-je réinterrogé, je l'ai déjà fait dans le passé, sur cette question? Ce qui m'a amené à reposer le problème de l'émergence de la souveraineté moderne comme indissociable de l'émergence de la notion d'État, prise au sens strict, c'est un texte de l'un de nos plus éminents philosophes du droit, juristes et philosophes du droit. Je veux dire Michel Troper, qui a écrit un texte qui s'appelle The Structure of the Legal System and the Emergence of the State, qui a été publié à la New York University School of Law en janvier 2012. Michel Troper prend en effet, et de manière tout à fait remarquable, au sérieux la question de l'émergence. La notion d'émergence se trouve dans son texte avant d'être dans le mien, concernant Baudin. De l'émergence de la question de l'État. On emploie en effet souvent la notion d'État au sens large. Et quand on emploie cette notion au sens large, il arrive que certains parlent même de la cité grecque comme d'un État. Ou encore de la royauté médiévale comme un État. Quand on le prend en ce sens très large, il n'est pas interdit. État signifie simplement l'existence d'une dimension juridico-politique en général. Or, pris en ce sens large, on ne perçoit plus ce qui constitue la spécificité de l'État au sens strict. C'est-à-dire qu'on efface la dimension propre de l'État comme entité juridico-politique abstraite. L'État n'est pas le politique en général. Il y a des formes d'organisation juridico-politique qui ne relèvent pas de la catégorie de l'État au sens strict. Il faut distinguer le politique de l'État. Quelqu'un que je n'aime pas, évidemment, avant moi, avait souligné ce point, je veux dire, Carl Schmitt, j'y reviendrai. Si cette distinction qu'il fait est exacte, et je le soulignerai à nouveau, en revanche, la manière dont j'analyserai personnellement l'émergence de l'État et sa fonction
sera totalement différente de la sienne, non seulement différente, mais opposée à la sienne. Je veux dire, à Karl Schmitt. Et bien que celui-ci aussi caractérise l'État par la notion de souveraineté. Simplement, vous verrez qu'à partir de Bodin et de Hobbes, puisqu'il s'agit de la souveraineté en général, je montrerai que la manière dont Schmitt analyse la souveraineté n'a rien à voir avec ce que disent Bodin et Hobbes. Donc, la différence entre État et politique est déterminante, c'est pas la même chose, mais nous verrons ce qui caractérise l'émergence de l'État et la structure de l'État et la fonction de l'État, et cette structure, fonction, les statuts de l'État sont ne sauraient en aucun cas recevoir les informations que leur donne le juriste nazi dont j'ai parlé tout à l'heure. Je reviens à Michel Popper. Michel Popper ne pense pas du tout à partir de Schmitt, il a raison, mais à partir de Hans Kelsen et de Max Weber, dans son texte. Pour Popper, il se réfère évidemment à la notion de l'État chez Max Weber comme monopole de la violence légitime. Il s'y réfère davantage, je vais y revenir, à Kelsen, à Hans Kelsen, bien que même cette notion de monopole de la violence légitime ne puisse pas simplement valoir pour l'État, mais pour d'autres formes d'organisation politique. Concernant Kelsen, Popper montre qu'après avoir identifié l'État avec l'ordre légal, ou encore avec le droit, en disant que, effectivement, l'État, c'est la même chose que l'ordre légal et c'est la même chose que le droit, Kelsen, dit Popper, à juste titre, a été obligé d'admettre deux concepts de l'État. Premièrement, l'État au sens large, identifié à l'ordre légal ou au droit. Pour Kelsen, l'État, c'est le droit. Il n'y a pas de, c'est pas une dualité. Donc l'État au sens large et l'État au sens strict, comme organisation, retenez l'expression, elle est importante, qui a le pouvoir de produire des normes. Organisation qui a le pouvoir de produire des normes. Or, c'est la deuxième sens, donc le sens strict. Organisation qui produit des normes. Or, l'État au sens strict ne peut plus être purement et simplement identifié au droit. La question donc qui se pose, et parce que la question qui se pose ici, c'est celle de la source du droit. Le droit est-il fondé sur l'État? S'il en est ainsi, alors on ne peut plus simplement identifier l'État et le droit. Si l'État est la source du droit, au sens strict, alors on ne peut plus simplement faire l'équation l'État égale le droit. Comme le faisait Kelsen, je cite un passage, de la théorie pure du droit. Et alors, dit Kelsen, on aperçoit que la tentative de légitimer l'État comme un État de droit est en réalité inadéquate pour la raison que, comme on l'a déjà affirmé, tout État, dit Kelsen, tout État est nécessairement un État de droit. En ce sens que tout État est un ordre juridique.
Posant cela, l'éthique chrétienne est obligée, bien que ce soit sa position fondamentale, d'instaurer une différence quand il s'agit, quand on pose la question, aborde la question de la source du droit. Or, c'est bien la question de la source du droit qui suscite la question de l'émergence de la figure, du concept et de la réalité de l'État au sens strict, ou encore de ce qu'on appelle l'État moderne. C'est donc, et bien entendu, le concept central qui va le définir, à savoir la souveraineté. Tropper montre en particulier que l'émergence de l'État, au sens strict, coïncide avec la détermination de celui-ci comme source d'une hiérarchie de normes. Or, celle-ci, il le montre aussi, ne se trouve pas au Moyen-Âge. Elle naît avec la théorie de la souveraineté absolue, telle qu'on la trouve chez Baudin. On ne saurait donc considérer que l'État existe lorsque l'on trouve l'usage de termes pour désigner l'institution politique, l'usage de termes qui dérivent du droit romain. Imperium, majestas, juridictio, regimen. Ces notions qui se trouvent dans le droit romain sont utilisées au Moyen-Âge pour définir le politique, mais ce n'est pas parce qu'on trouve ces notions qu'on a affaire au Moyen-Âge ou dans le droit romain à l'idée de souveraineté absolue telle que l'on la trouve chez Baudin. En effet, pour passer de ces notions qui dérivent du droit romain et qui sont aussi utilisées évidemment par Baudin, au sens que leur donne Baudin, il faut quelque chose de plus, et même quelque chose d'autre, à savoir l'idée, précisément, de souveraineté absolue et de pouvoir législatif. Tropper montre que l'État, au sens strict, naît et prend consistance, au point de vue juridique, avec donc le concept de hiérarchie de normes, laquelle suppose l'idée d'une souveraineté absolue que l'on ne trouve nulle part dans le droit romain ou au Moyen-Âge, et pas même dans la première partie du XVIe siècle avant Baudin. Même si le pouvoir législatif des rois au Moyen-Âge semble justifié par les maximes elles-mêmes de droit romain du type princeps legibus solutus est, le prince est absous des lois, ou encore comme quod principi placuit legis habet vigorem, donc référence à bon vouloir, au bon gré du roi qui donnerait force aux lois, ces formules n'ont pas le même sens que celui que leur donnera Baudin. Elles ne désignent pas, avant lui, ce que Baudin signifiera sous le concept de souveraineté absolue. Parce qu'elles ne sont jamais interprétées comme conférant au roi le pouvoir de faire ce qui dépend uniquement de sa volonté.
au Moyen-Âge, l'obligation légale ne résulte pas du caractère unilatéral de la décision du roi, mais résulte d'une relation contractuelle qui se réfléchit, qui se reflète dans des pratiques et des procédures. Les maximes citées de droit romain ne confèrent pas une autorité absolue à leur source, à la source des lois. Je voudrais ici poursuivre cette réflexion et montrer en effet comment l'émergence de la souveraineté, donc de l'État au sens strict, résulte d'une réflexion sur le fondement du droit, sur la source du droit, c'est-à-dire sur la source de l'ordre légal, en vue de fonder l'ordre juridique sur l'État. C'est sur ce point, précisément, et je l'ai déjà indiqué, mais je vais y revenir tout à l'heure, que mes analyses divergeront totalement de Carl Schmitt, pour lequel la souveraineté doit être pensée en termes d'exception. Je montrerai qu'elle n'est pas pensée en termes d'exception, ni par Baudin, ni par Proust. Au contraire, elle doit être pensée comme le fondement de l'ordre légal, c'est-à-dire le fondement y compris de l'exception. Donc, je vais considérer deux points particulièrement. La notion de souveraineté